Pour moi, l'art, c'est de l'expression, puis c'est aussi une liberté, en fait, une façon de s'exprimer. C'est une façon de rejoindre aussi les autres. Cher public, bonjour, nous sommes à l'art et la créativité et aujourd'hui je reçois donc Maryse Frappier, céramiste, artiste céramiste. Merci d'être là Maryse. Ça fait plaisir. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce que tu nous as apporté? On peut se tutoyer d'abord? Oui, yes. Merci, c'est plus à l'aise. Ben oui, non? Effectivement. Donc qu'est-ce que tu nous as apporté comme objet fétiche? Je vous ai apporté... Non, c'est Ah, OK, tu veux que je te... Oui, juste que tu me parles de l'objet, parce que ça va apparaître dans les images. Je vous ai apporté un verre, en fait, que j'ai fait dans un projet qui s'appelle Déjeuner sur l'herbe. Et c'est un projet que j'ai monté avec un thème et que, en fait, il y a beaucoup de recherches à travers tout ça. J'ai pris des photos au Parc La Fontaine à l'époque. Et à partir de ces photos-là, j'ai digitalisé et j'ai transféré les photos sur ces objets-là. Alors, c'est un projet à laquelle j'ai mis beaucoup, puis à laquelle il me tient à cœur. Je pense que les résultats étaient là aussi. Oui, je suis très contente de te recevoir parce que j'adore la céramique. Il faut dire que tu es céramiste, artiste céramiste. Et j'aime beaucoup cet objet fétiche. Pourquoi? Parce que ça te représente. Dans le sens que tu travailles beaucoup la semi-porcelaine. Oui, exactement. Et pourquoi? Peux-tu nous dire pourquoi tu travailles avec cette... En fait, le choix de la porcelaine, c'est fait de soi parce que... En fait, pour deux raisons. Premièrement, du point de vue tactile, la porcelaine, quand on la monte sur le tour au niveau de la sensation, c'est sensuel, puis c'est délicat. On peut pas monter ça. On peut pas trop jouer avec, en fait. Mais au niveau de la sensualité, tout est là. C'est comme monter du beurre un petit peu. Alors, ça me plaisait au départ. En plus, c'est blanc, donc c'est comme une toile de fond pour moi. Je peux mettre ce que je veux, faire des impressions, explorer au niveau de la couleur. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi la porcelaine. C'est ça qui m'a touchée quand j'ai lu que tu avais dit que c'est comme une toile pour toi. Parce qu'il faut dire que tu as fait un bac à Concordia, l'Université Concordia, en art plastique, fine art. Et puis, c'est ça pour toi, c'est la peinture. Tu aimes beaucoup la peinture, tu aimes beaucoup les dessins. Donc, c'est comme... En fait, à Concordia, il faut tranquillement se diriger vers un domaine plus spécifique. Et moi, j'ai choisi la peinture et le dessin. Donc, j'ai vraiment beaucoup plus exploré au niveau de la couleur qu'au niveau de la texture. La céramique est venue plus tard pour moi. Mais ça complète dans le sens comme tu aimes la peinture. Et donc, tes toiles, en fait, c'est tes créations, c'est ce que tu fais. Et c'est blanc, comme tu dis, donc c'est vraiment une toile. Ça ressort bien tes couleurs aussi, n'est-ce pas? Oui. J'ai eu la chance de travailler avec la demi-porcelaine. Mais quelle différence tu vois entre la porcelaine et la demi-porcelaine? En fait, c'est une question de degré. En fait, la porcelaine est montée à des plus hauts degrés. Donc, on s'en sert souvent pour sa translucidité. Et comme je vous dis, ça monte à des plus hauts degrés. Puis ça met au niveau de la cuisson, c'est toujours plus complexe quand on monte à des plus hauts degrés. On n'a pas nécessairement les mêmes couleurs aussi qui peuvent ressortir. C'est un nouveau défi, en fait, de monter à des plus hauts degrés. Et c'est des surprises, comme on me disait tantôt. Oui, exactement. Pourquoi? On applique mettons dans une toile, tu appliques des couleurs acryliques ou bien c'est les mêmes couleurs rouge et rouge. Oui. Au moins que tu mélanges, mais tandis que la céramique, les oxydes et tout ça, les pigments, ça change, n'est-ce pas? Oui. Tu appliques la couleur, c'est une couleur, et quand tu les mets en cuisson et puis ça sort. Effectivement, ben en fait, la glaçure qu'on met dans la finalité, c'est un mélange de pigments et de terre et de silice. En fait, ça vient comme complètement fermer
ta céramique pour la rendre en fait usuelle, si c'est ça qu'on veut. Sinon, si ça devient sculptural, on peut la monter à des plus hauts degrés pour fermer la céramique en fait. Et la couleur, on peut la mettre à différentes étapes. On peut la mettre à la première étape, on appelle ça le cru. Donc, on l'applique comme des engobes. On peut mettre ça au cru. Si on le cuit à la première cuisson, on appelle ça le biscuit. Alors, on peut appliquer la couleur au niveau du biscuit. C'est souvent ce que je fais avec mes transferts, c'est que je fais mes transferts sur mon biscuit. Alors, puis on peut l'appliquer aussi à la troisième, l'autre étape, c'est-à-dire de mettre la glaçure et de le monter à des hauts degrés. Donc, on a vraiment une versatilité. Puis il y a même une quatrième cuisson qui peut se faire. On peut faire un transfert sur une quatrième cuisson. Ce qu'on voit souvent maintenant, d'ailleurs, les choses qu'on voit de façon plus contemporaine, c'est fait à la troisième cuisson. C'est vrai, c'est vrai. C'est tout un travail. Et quand on voit une pièce, on ne s'imagine pas le travail que l'artiste a investi. On dit, bof, c'est rapide et tout ça, mais c'est quand même long. On voit la finalité, en fait. On ne voit pas le travail derrière. C'est pour ça que quand moi, je fais des portes ouvertes, il y a beaucoup d'éducation à faire avec le public. Parce que les gens, ils ne savent pas que ça demande autant de travail derrière l'objet final. Donc, pour eux autres, quand on prend un verre, c'est comme quand on achète un verre chez peu importe la place, là, mais ils ne voient pas le travail qui est derrière parce qu'on n'a pas parlé du processus. Il y a tout un processus. C'est un processus, puis si c'est fait de façon industrielle, c'est fait à la chaîne, donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas la même chose, c'est pas le même produit final. Oui, et toi, tes pièces, c'est ce que j'aime, Marie, c'est que c'est original, des pièces uniques. C'est pas à la chaîne, c'est pas comme tel. Des collections sont différentes à chaque fois. Et d'ailleurs, je veux que tu me parles exactement de cet objet-là. Donc, il y a quelque chose de léger qu'on sent dans cette pièce-là. Okay. Elle est légère. C'est quoi l'argile? Je vois que c'est une argile brune. C'est une nouvelle terre que j'expérimente, qui est une terre brune, en fait, brune-noire qu'on appelle. Puis il y a de la chamotte dedans. La chamotte, c'est des petits morceaux de poterie qui est à l'intérieur. Alors, j'ai expérimenté en la tournant, celle-là. Et à ma surprise, on est capable de tourner assez léger, assez mince. Donc, ça fait un produit final assez léger. Très bon. Oui, et si on regarde la glaçure qu'il y a à l'intérieur, c'est une réaction avec la couleur aussi, là. Selon, moi, si j'avais mis ça avec un autre objet plus blanc, ça n'aurait pas fait le même résultat. Donc, ça, c'est vraiment... Vraiment, c'est incroyable. Je voulais montrer ça. Je t'avais demandé de les montrer. Pourquoi? Parce qu'il y a deux, comme vous voyez, il y a comme deux... c'est la même couleur, mais selon l'argile qu'on utilise, ça va devenir ça. J'espère qu'on va pouvoir les détecter bien comme il faut, mais sinon on va les montrer plus tard. Et ça change la couleur, c'est la même couleur, mais ça c'est l'argile. C'est la même glaçure, c'est que l'argile ici elle est blanche. Tandis que l'argile dans ce cas-ci elle est brune noire en fait. C'est ça, donc ça change, c'est incroyable. Hein? Oui. Et c'est ça que j'ai beaucoup de respect pour la céramique et puis pour les céramistes aussi parce qu'il y a tout un travail derrière qu'on n'imagine même pas, il faut le faire. C'est beaucoup d'expérimentation, en fait. Les gens qui font des séries, ils ont besoin d'expérimenter beaucoup avant de pouvoir vous offrir au public une série qui se tient. Finale, qui est cohérente, qui peut être montrée au public. Et combien de temps, de patience aussi à travers tout ça? Quand on développe un nouveau produit, c'est toujours un nouveau processus d'expérimentation avant de pouvoir développer un nouveau produit. Les gens, ils disent « Ah, tu pourrais faire telle affaire », mais oui, si je fais telle affaire, ça inclut beaucoup d'expérimentation avant d'arriver à un point final. Donc, c'est beaucoup de temps. J'aimerais que tu me parles aussi de tes influences aussi. Toi, je sais que tu m'avais dit que ta maman, c'est une influence pour toi parce qu'elle avait étudié aussi les arts plastiques. Elle a étudié les beaux-arts quand elle était jeune. Aussi. Et ensuite, elle a bifurqué, elle est devenue psychologue. Et tard dans la vie, elle est revenue à la peinture.
Alors, quand les gens viennent à la retraite, pour elle, même avant ça, elle a décidé de retourner à ses amours, qui était la peinture. Et qu'elle habitait en France pour pouvoir faire ses propres... comment je dirais ça, continuer ses rêves, en fait. Mais donc, c'est ta maman qui t'a comme un peu influencé dans ta démarche ma mère, pour l'art? Oui, ma mère m'a toujours encouragée à suivre mes passions. Probablement parce qu'elle n'a pas fait ce chemin-là au départ. Ce qui est rare, que les parents parfois encouragent, parce que c'est un petit peu c'est pas évident d'en vivre. Moi, quand je fais des pièces uniques, j'en vis pas. Il faut que je fasse autre chose pour pouvoir bien vivre. Mais c'est sûr que ça aide d'avoir quelqu'un derrière qui croit en ce que tu fais. Mais ça, c'est bien important, c'est vrai. Et puis, tu as un atelier aussi. Oui. Est-ce que c'était facile d'avoir ton propre atelier, les rêves, comme je le dis souvent à chaque artiste qui est invité, qui ont des ateliers? Toi, pour toi, c'était facile? Comment ça l'était? D'avoir un atelier? Non, pour moi, c'est un rêve d'avoir une place à moi. Premièrement, j'ai partagé un atelier au début. Après ça, j'ai pu trouver quelque chose. Je suis chanceuse au Chat des artistes. J'ai le plus petit local que je peux me permettre. Et bien situé, j'ai des fenêtres, je vois l'église. La lumière. La lumière, elle est là. C'est comme mon espace. Je suis très chanceuse d'avoir ça, en fait. Maintenant, il y a quelque chose de très important. C'est un projet qui te tient à cœur et j'aimerais que tu m'en parles de ça parce que je trouve que c'est un projet art social, ça touche le social, la communauté. Donc, bol. Le bol du partage, oui. C'est quoi le bol de partage? En fait, c'est un projet à laquelle j'ai participé pendant quelques années. Ça vient des États-Unis. C'est parti d'une enseignante qui, elle, voulait faire quelque chose pour sa communauté. Donc, elle a demandé à ses étudiants de pouvoir faire des objets et elle a reçu les gens pour une journée. Et en fait, c'est une question de nourrir et se nourrir. Nourrir les autres pour pouvoir se nourrir, en fait. Alors, ils ont fait des bols et on fait une soupe cette journée-là. Et ils nourrissaient les gens avec la soupe pour pouvoir... Après ça, les gens partaient avec l'objet. Donc, ici à Montréal, ça fait quand même longtemps que ça existe, mais c'est plus dans la communauté anglophone que c'est parti, dans le West Island et tout ça. Et moi, je voulais que ça vienne du côté francophone. Je voulais l'approprier du côté francophone parce qu'on a autant des besoins pour nourrir les gens tout à fait. Ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté le projet ici dans Ville-Marie. Ça fait 2 ans que ça existe. On reçoit les gens une journée au printemps et on demande aux céramistes de faire des dons de bols. Alors, les céramistes sont généreux, ils nous offrent des bols. Et les gens viennent, en l'occurrence, tout dépendant où se situe l'activité. L'année passée, on a eu la générosité de le Petit Extra qui est sur Ontario, qui nous a offert des lieux. Faut dire aussi que tout est fait de façon bénévole de A à Z. C'est ça. Les gens offrent les lieux. Celui qui fait la soupe, c'est bénévole. Les aliments qui sont donnés, c'est pas d'argent qui est transi. Le seul argent qui est transi, c'est au moment de la journée même. Les gens payent 25 $. Ils choisissent un bol qui est un nom de céramiste et on leur met de la soupe à l'intérieur. Ils ont un bon moment avec... En fait, on fait ça de façon très communautaire. On met des tables où tout le monde s'assoit ensemble. On rencontre des gens, on fait des belles rencontres. Ils doivent s'inscrire avant, excuse-moi? Non, on arrive la journée même et tout se passe la journée même, en fait, en quelques heures. Et on lave le bol et ils repartent avec leur bol à la maison. Fait que le prix, en fait, c'est gagnant-gagnant parce que c'est le minimum du prix qu'on peut payer pour un bol, en fait. Tout cet argent-là est remis au groupe à laquelle moi, depuis 2 ans, je participe. C'est le centre communautaire Centre-Sud qui sont avec moi en partenariat dans ce projet-là. Bon, voilà, depuis 2 ans que tu es là, merci, parce que c'est un très bon projet pour la communauté. Donc, c'est une bonne idée que tu l'as portée. Pourquoi juste les anglophones peuvent le faire? C'est très bien que tu as fait ça pour les premiers pas pour les francophones. Oui, en fait, ça se passe aussi à Saint-Hilaire depuis de nombreuses années, mais pas à Montréal encore, ça se faisait pas.
Donc, ça arrive sud, eux autres s'organisaient pour pouvoir le faire, mais pas dans cette partie de la ville. Donc, je te félicite. Il faut continuer ces beaux projets-là. Ça devrait avoir lieu encore l'année prochaine. Je devrais repartir le tout. C'est beaucoup de travail, mais je suis contente de pouvoir offrir quelque chose à la communauté. Mais j'imagine que tu as quand même des bénévoles, des petites abeilles qui sont derrière toi pour t'aider. C'est moi qui organise, mais ça prend beaucoup de monde pour gérer le jour même, pour organiser le tout. Au centre communautaire, ils ont toute une équipe qui m'aide aussi. Alors, ça se fait pas tout seul. Je pourrais pas monter ça toute seule, effectivement. Et tu l'organises donc une fois par année? Une fois par année, une journée par année. C'est comme... Ouais, et à peu près, c'est la même date? Oui, c'est toujours au mois de mai. La même chose, c'est-à-dire que je suis en partenariat avec toutes les autres bols du partage, parce qu'au même moment, au mois de mai, on est plusieurs à faire cet événement-là. On se regroupe ensemble pour pouvoir aller faire demander ensemble aux céramistes, pour pas que tout le monde demande à chacun son tour. Fait qu'on ramasse les bols ensemble, on est de concert, c'est-à-dire qu'on participe ensemble à ces événements-là. Puis chaque événement est différent à ce moment-là. Il y en a un à NDG, il y en a un ici, il y en a un autre à Villemort. Donc, on est plusieurs en même temps. Vous communiquez. On communique, on ramasse les bols ensemble, on s'y partage. Puis après ça, on fait chacun notre levée de fonds. C'est magnifique là, que ça se passe vraiment à Montréal. Et je ne savais pas que ça s'est passé dans plusieurs, en même temps, momentanément, dans plusieurs endroits aussi. Oui, pas nécessairement les mêmes dates, mais tout au mois de mai. D'habitude, on se suit d'une semaine à l'autre. Ça se passe tout à peu près à la même période. OK. Maintenant, j'aimerais que tu me parles un petit peu, on revienne au chat d'artiste dans le sens qu'il y a aussi parfois des démonstrations et tout ça. Parle-moi un petit peu, même que peut-être parfois, ça dépend les années, parfois il n'y a pas lieu certains ateliers, mais peux-tu me parler, est-ce que dans ton atelier à toi, est-ce que tu fais des démonstrations parfois ou bien c'est plus en fait, sur rendez-vous? Comment on fait ça? Normalement, le chat des artistes est fermé au public. Alors, on fait des portes ouvertes, normalement, c'est 2 fois par année. Cette année, malheureusement, ça n'aura pas lieu à la période des fêtes, mais on a un gros événement qui a lieu au printemps. Au mois de mai, justement. Et ça s'appelle la virée des ateliers. On est 2 édifices à ouvrir à ce moment-là. La Grover, qui est un édifice industriel qui a été transformé pour les artistes. On est une centaine d'artistes à ouvrir nos portes. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Et les gens sont invités dans les ateliers même. Donc, c'est quelque chose d'assez unique. C'est pas comme si on allait voir un show quand on va à Noël, voir des expositions. Les gens, ils ont des kiosques, on les voit pas dans leur lieu de travail. Pour nous, c'est important d'inviter les gens dans notre lieu de travail. Donc, on peut faire à la fois de l'éducation, montrer comment est-ce que ça se passe. Les étapes. Les étapes, exactement. On fait beaucoup d'éducation à ce moment-là, puis on vend ce qu'on fait au public. Parle-moi, parce que tu participes aussi à beaucoup de salons aussi, des expositions. Et ça se passe où exactement? Peux-tu nous donner une petite survol? OK. Dans mon cas, moi, vu que je fais des pièces uniques, je ne peux pas m'éparpiller puis faire beaucoup de salons. Je fais surtout les portes ouvertes au chat des artistes parce que je fais des petites productions. C'est sûr que éventuellement, je participerai à autre chose, mais pour l'instant, je me tiens... Je concentre beaucoup dans ton... Oui, exactement, parce qu'il y a beaucoup de temps au développement, en fait, dans mon cas. Alors, vu que je ne produis pas énormément, je ne peux pas participer à énormément d'activités. Okay. Est-ce que tu as des projets aussi à partager parfois avec des associés ou des partenaires pour faire parfois des échanges? C'est quoi tes idées, tes projets? OK. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de partenaire, mais par contre, là, tu me devances un petit peu, là, mais pour le bol du partage, je vais probablement participer j'aimerais en fait participer avec des gens qui font de l'illustration.
Fait que ça, c'est un projet en devenir. Je ne sais pas si ça va accoucher cette année, mais pouvoir faire des illustrations sur les bols, en fait. Moi, je fais de la photo, alors je me sers souvent de ma photo. Je fais souvent je pars de la photo pour pouvoir après ça développer des illustrations. J'intègre ça avec du dessin. Fait que je suis comme assez multimédia. Multidisciplinaire aussi. Oui, dans ma création, là, je me sers de plusieurs éléments, là, tout dépendant de ce que je crée puis du projet à laquelle je m'attaque. Mais est-ce que si tu as un choix entre la photographie sur la céramique et puis la peinture, qu'est-ce que tu préfères? Je pense que l'un est complémentaire à l'autre parce que la photo, c'est assez statique. Hein? Alors, si on rajoute un autre élément, pour moi, ça devient plus vivant. C'est comme autre chose qu'on peut... Puis l'idée, c'est pas de transférer uniquement la photo sur l'objet, mais de servir, en fait, du fond comme pour l'amener à un autre niveau, en fait. C'est-à-dire que c'est comme une palette, en fait. Je me sers d'une image. Après ça, je vais transformer l'image à mon gris sur l'objet, en fait. Je vais la transformer. Je ne la prendrai pas telle qu'elle. Et comment tu trouves aussi la réaction des publics quand ils viennent, par exemple, à ton atelier? Est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt ou les enfants, ils sont plus attirés, c'est les adultes, comment tu vois ça, les publics, comment ils te reçoivent? Tout dépendant de qui je reçois à l'atelier, mais souvent quand je parle du procédé, les gens sont étonnés de tout le processus qui est derrière l'objet final. Ils ne s'attendent pas à ce que c'est long, que c'est si long que ça, effectivement, puis qu'il y a une recherche derrière. Puis, en même temps, mais c'est gratifiant d'expliquer aux gens parce que il y a quand même un processus qui est important que les gens sachent. Parce que c'est rattaché à un prix. On s'entend qu'on ne paye pas le même prix pour un produit fait main qui a une recherche que quelque chose qu'on peut comparer de façon visuelle. Fait qu'il faut que les gens ils sachent que s'ils payent un montant, il y a quelque chose derrière aussi, il y a une recherche. Il y a un pourquoi à ce prix-là qui est attaché. C'est pas comme à la chaîne, non. Vite, comme tout est non. dans notre société, malheureusement, que tout est rapide. Souvent, on ne met pas nécessairement, en fait, on pourrait mettre même beaucoup plus cher, mais c'est parce que les gens ne sont pas prêts encore à payer plus cher pour un objet à laquelle ils vont mettre de l'eau dedans. Non, c'est ça. Et pour la recherche, est-ce que tu t'inspires beaucoup aussi par les peintres aussi? Je sais que t'aimes beaucoup. Oui, en fait, comme pour mon projet du déjeuner sur l'herbe, c'est Édouard Manet qui m'a inspirée. Et il avait fait une peinture dans un parc, en fait, de façon... Qui a fait en fait un peu scandale. Qui a fait scandale à l'époque. Qui a fait scandale à l'époque, puis ça m'intriguait, en fait. Fait que je me suis dit, bon, pourquoi, si je rêvais à quelque chose qui se passait aujourd'hui, comment je pourrais l'adapter, en fait. Fait que c'est pour ça que je me suis comme... imaginé au parc La Fontaine. Dans mon cas, c'était le parc La Fontaine, mais j'aurais pu prendre n'importe quel parc à Montréal. Mais je me suis imaginé qu'est-ce qui se passe dans nos parcs maintenant. Parce qu'à l'époque, les parcs n'étaient pas construits de la même façon. Les gens n'allaient pas au parc pour les mêmes choses. Les déjeuners, en fait, les pique-niques ne se passaient pas de la même façon. Alors... Puis on ne s'imagine pas quelqu'un nu dans un parc non plus. Non. Bon, l'été presque. Non, quand il fait trop chaud. Probablement que ça ferait scandale. Ça ferait scandale aussi. Le scandale il sera encore présent, mais mon but, c'était pas de reproduire le fait que ce soit le scandale. Mais mon but, c'était vraiment de dire, bon, maintenant, comment je vois ça, moi? Comment est-ce qu'on pourrait vivre ça à Montréal? C'est qui les gens qui interagissent dans le parc? Pourquoi est-ce qu'on est si attiré d'aller au parc? Le besoin qu'on a de faire la nature, d'aller se ressourcer. J'aime bien les symboles que tu as pris comme... Oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça devient?
Ouais. Oui, et puis l'art est là aussi quand même derrière. Là. Oui, nature, art. Oui, effectivement. La vie communautaire. Oui, effectivement. Ça se regroupe, ça se retranche en fait. C'est pas quelque chose qui est l'un contre l'autre. Je pense que ça va de nature en fait. L'être humain doit se regrouper. On a besoin les uns des autres. On a besoin de la nature, même si on n'est pas toujours à l'aise. Je prends souvent le pigeon comme exemple. Oui, c'est vrai, le symbole des oiseaux que tu Oui, les oiseaux qui reviennent souvent. Pour moi, comme le pigeon, c'est comme un mal-aimé, un peu comme la mouette. Ici à Montréal, on n'est pas nécessairement heureux d'y voir dans notre environnement, mais en même temps, s'ils n'étaient pas là, il manquerait de vie. Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'aiment pas les oiseaux, et surtout ce que tu as nommé, les pigeons et tout ça. Pourquoi? Je trouve que c'est important quand même. Ils disent toujours les aigles, je ne sais pas, les oiseaux plus sophistiqués. Oui, puis en même temps, si on regarde le pigeon, dans la même famille que le pigeon, on a la colombe. Voilà. Puis on a un autre symbole, le symbole de la paix. Et, grâce à Picasso, et on voit ça de façon plus positive. Tout à fait. Oui, tout est dans le regard, en fait. Tu as raison. Écoute, le temps file et ce fut un plaisir de te recevoir. Maintenant, pour finir l'émission, j'aimerais te demander, dans un mot, qu'est-ce qui définit Maryse? Un mot. Un mot? Exploration, je dirais. Exploration? Oui. Écoute, Marie, je te souhaite beaucoup de belles choses dans ton avenir. Continue ton beau travail. Et puis, cher public, je vous dis à la prochaine.